être candidat dans des conditions extrêmement contestées, en interdisant de surcroît à d'autres candidats majeurs de se présenter, ce n'est pas une option souhaitable pour la Côte d'Ivoire. Norbert. Oui, alors le président Ouattara évoque un devoir. Il doit se présenter. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas de candidat possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que être président de la République en Côte d'Ivoire, c'est un devoir, avec ça? Il y a un peu une difficulté dans cet argument, c'est que si on fait l'hypothèse qu'il est correct, à ce moment-là, pourquoi ne pas le soumettre au jugement des électeurs, qui le valideront. Ouais. Si quelqu'un est indispensable, a fortiori, les électeurs le diront à travers leur voix, etc. Donc c'est un peu difficile d'affirmer ça, et ensuite de ne pas permettre aux électeurs de s'exprimer et de choisir librement. Alors le président Ouattara invoque le devoir qui est le sien, ou qui est censé être le sien. Il invoque aussi la question de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Il y a quelque chose qu'il n'évoque pas dans ses propos, c'est son bilan. Comment expliquez-vous cette disparition? Écoutez, pour moi, c'est la question, et je l'ai dit et répété, la seule question pertinente pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est qu'après 15 ans de régime RHDP, souhaite-t-il donner 5 ans de plus à ce régime ou pas? Et pour l'instant, quand je pose cette question dans mes meetings en Côte d'Ivoire, vous me direz, mon public est biaisé. Mais enfin, le non est retentissant. Absolument partout, je suis allé du nord au sud, d'est en ouest, personne ne veut de ça. Par ailleurs, on a des sondages qui sont professionnels, sérieux, on en parlera, qu'on a diffusés, qui disent que pour un Ivoirien qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. Donc, quand 2 sur 3 dans une nation disent quelque chose de façon démocratique, cette opinion-là devrait l'emporter. Donc, il y a 2 Ivoiriens sur 3 qui ne souhaitent pas donner 5 ans de plus au RHDP, et il faudrait qu'on permette à cette opinion de s'exprimer. En tout cas, ces ministres sont très contents. On les a vus danser de joie à l'annonce de cette candidature. J'imagine que vous avez regardé ces images qui ont fait le buzz. Pour tout vous dire, pas vraiment, mais j'en ai entendu parler. Parce que je suis bien occupé, je n'ai pas toujours le temps de regarder tout ça. Mais effectivement, on m'a décrit la scène. Je laisserai les Ivoiriens juger. Je pense qu'il y a un respect qu'il faut avoir pour la population. Ça me paraît un peu étrange de célébrer comme ça une telle annonce. Mais il faut savoir aussi que ce sont les mêmes autorités qui ont annoncé en grande pompe un accord avec une compagnie aérienne pour avoir des billets à prix réduit pour pouvoir aller à l'hôpital américain à Paris à prix réduit. Donc je laisse à chacun le soin d'apprécier. Alors dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, Excellence, il y a ces nombreuses arrestations au sein de l'opposition, au sein de votre parti, mais également au sein du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Où en est-on? Quelles sont les informations que vous pouvez nous apporter concernant vos militants et ceux de Laurent Gbagbo? C'est un vrai sujet de préoccupation. Je déplore ces arrestations. J'ai enregistré un message après l'arrestation des dirigeants de la JPDCI, Jeunesse PDCI, pour protester contre ces arrestations. Depuis que je suis président du PDCI en décembre 2023, il n'y a pas même un caillou qui a été jeté. Nous avons fait des manifestations partout. Nous avons fait plus de 30 marches dans 30 villes de Côte d'Ivoire demandant ma réintégration sur la liste. Nous avons fait une marche majeure le 14 juin à Abidjan, une participation monstre. Il n'y a pas eu le moindre incident. Quand la police nous a arrêtés, les photos ont fait le tour, à la CI, nous avons respecté ce que la police a dit. Quand la police nous a convoqués pour dire qu'ils demandaient le report de la manifestation du 2 août, nous l'avons accepté, nous avons reporté au 9 août. Donc c'est difficile de nous présenter comme des extrémistes violents, prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous exprimer. Et le droit de manifester est garanti par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Justement, vous venez d'évoquer le 9 août, oui. Au moment où nous enregistrons cette émission, oui. Cette manifestation est toujours programmée. Oui. À votre avis, va-t-elle se tenir ou pas? Nous le souhaitons. Nous avons été très clairs là-dessus. Le PDCI a fait une déclaration disant qu'on déplorait. Il y a eu des événements qui, pour nous, sont incompréhensibles. L'incendie mis à un bus de nuit, à un moment où les bus ne fonctionnent pas, et un véhicule de police vide. Dans la vie, pour que quelque chose se passe, il faut qu'il y ait une logique. Quel intérêt avons-nous, ayant manifesté paisiblement, ayant mobilisé sans problème, ayant rempli Fil-Caillou à Yopougon, à aller brûler un bus à Yopougon un samedi? C'est bizarre. Bon, en tout cas, nous... c'est bizarre, c'est une mise en scène? Je ne sais pas. En tout cas... Le pouvoir évoque un complot. Oui, en tout cas, je ne vois pas très bien quelle serait la logique pour nous, vu la réussite de notre manifestation du 14 juin, la réussite qui s'annonce du 9 août, d'aller faire une chose pareille, commettre un acte illégal qui ensuite va permettre une répression qu'on est en train de voir, etc. Donc, nous sommes concentrés sur l'organisation
Partout, nous avons dit que nous étions pour une manifestation pacifique, paisible. Jusqu'ici, toutes les manifestations du PDCI qui ont eu lieu ont été pacifiques et paisibles, et c'est l'esprit dans lequel nous travaillons pour le 9 août. Et si le 9 août est interdit de nouveau, que ferez-vous? Nous n'avons pas eu assez de rencontres, monsieur, sinon vous savez, je ne réponds jamais aux questions hypothétiques. Mais alors, reposez-moi la question une fois que si jamais ça se produit. Alors, avez-vous un message pour vos militants, actuellement à la veille de ces importantes manifestations? Et avez-vous également un message à l'attention de tous ceux qui vous ont apporté leur parrainage? Le message, et c'est un peu ce que j'ai apporté là, je suis sûr que vous voudrez y revenir, mais c'est ça. Ça c'est notre projet pour la Côte d'Ivoire. C'est notre programme présidentiel. Il y a 400 cadres du PDCI qui ont travaillé là-dessus, vraiment jour et nuit, d'arrache-pied. Je suis très fier de ce document. Et mon message pour les Ivoiriens, il est contenu ici. C'est un projet pour faire de la Côte d'Ivoire un État prospère, où la croissance, les fruits de la croissance soient répartis de façon équitable, où le capital humain a la propriété, où la paix et la sécurité règnent à l'intérieur des frontières, et en paix et en sécurité avec ses voisins également, où la société, et une réforme de la justice pour moi c'est un élément clé de mon programme, où il y a une justice dans laquelle les citoyens puissent avoir confiance. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans justice indépendante et équitable. Et d'ailleurs, juste très rapidement là-dessus, mais je ne fais pas un procès aux juges. Ce qui est pernicieux, c'est l'utilisation des juges par le pouvoir. Donc ce qu'il faut assurer, c'est l'indépendance des juges. Moi, les juges ivoiriens, ils sont bien formés, et je pense que si on les autorisait à fonctionner de façon indépendante, sans intervention du ministère de la Justice, ils donneraient des verdicts qui conviendraient beaucoup mieux aux Ivoiriens. Donc il y a le développement durable, il y a les nouvelles technologies, ce qui atténue mon absence. Là, j'ai avec mon ami et frère et collaborateur Bridoumi tout à l'heure, on a fait un 20h25 depuis Paris, on plaisantait tous les deux. Monsieur Bridoumi est à Paris? Bridoumi est à Paris. Si on peut continuer à fonctionner comme ça et à parler aux Ivoiriens, c'est aussi grâce aux nouvelles technologies. Alors, vous n'avez pas bien montré le programme dont vous avez l'air d'être fier. Je suis fier. Il faudrait peut-être le tourner et le montrer à la caméra. Oui, la caméra. Donc, ça. Très bien. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que ce document il le sera bientôt. Disponible en Côte d'Ivoire? Il le sera bientôt. Il m'a été apporté, il est prêt. Moi, il y a des phrases que j'aime beaucoup là-dedans, je peux vous lire. Prenez au hasard. Renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Reconstruire une relation de confiance entre les citoyens et les institutions afin de surmonter la crise qui fragilise la transition des moyens. Capital humain, ça j'aime bien. Voilà. Mettre en place un système de santé équitable et accessible. Améliorer la performance du personnel soignant. On va s'en occuper pour des citoyens bien éduqués. Valoriser les ressources humaines. Il y a quelque chose sur la démographie aussi, le planning familial, la responsabilisation des femmes. Recherche scientifique à la pointe de l'innovation. En tout cas, on attend impatiemment que ce document circule. Je pense que ça va beaucoup intéresser. Et il y a des solutions sur le financement de l'économie, qui sont des choses dont j'ai beaucoup parlé, qui sont tirées de mon expérience personnelle en Asie, dans des économies qui ont réussi. Un des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est l'insuffisance et des économies subsahariennes en général. C'est l'insuffisance de capital à long terme. Donc, voilà les choses dont j'aime parler. Pas l'article 48 de la loi de 61. Okay, on essaie de ramener un débat qui est essentiel pour l'avenir du pays. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Et on fait de la nationalité de Tidjane Thiam, des injures et du débat, vraiment, je ne peux pas dire de sous-sol. C'est une injure aux Ivoiriens de procéder comme ça. Alors, il y a bientôt une semaine, Tidjane Thiam, le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que vous puissiez exercer vos droits politiques, mais vos adversaires disent que le même comité ne s'est pas vraiment prononcé sur le fond. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière assez pédagogique à celles et ceux qui nous regardent quels sont les enjeux de cette saisine et de la décision provisoire qui en est sortie? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. De toute façon, il est malheureux qu'on ait dû saisir l'ONU. Parce qu'en fait, l'ONU, c'est vraiment l'institution d'ultime recours. Et normalement, votre droit national vous donne des possibilités de recours avant ça. Malheureusement, la loi ivoirienne fait que, dans ce processus où on conteste votre inscription sur la liste électorale, je vous signalerai au passage que la CEI a rejeté ces contestations, m'a maintenu sur la liste électorale, où j'étais déjà. Ensuite, il y a la possibilité d'aller, en 5 jours, obtenir un verdict d'un juge, ce qui est déjà bizarre, parce que le juge intervient là-dedans. C'était autour du week-end pascal. Donc, pendant le week-end pascal, une décision dont nous sommes certains qu'elle avait déjà été rédigée, a été rédigée en quelques heures, 21 pages, en fait, m'éliminant de la liste électorale. Et cette décision est sans appel. Ce que même les gens de l'ONU avaient du mal à croire. Un sujet aussi important, sans appel. Mais en fait,
L'autre côté de la pièce, ça nous a permis d'aller directement à l'ONU, parce que votre dossier n'est pas entendu à l'ONU si vous n'avez pas épuisé tous les... En général, ça prend des années d'épuiser tous les recours nationaux. Donc là, on a eu de la chance. Et le dossier a été entendu. Je ne veux pas trop en dire là-dessus, parce que vraiment, la procédure continue. La procédure n'est pas finie. Pour nous, c'est une première victoire, ce qui s'est passé. Un, le fait que le dossier a été entendu. Il a été instruit en détail, ce qui veut dire que la demande est recevable. L'ONU a regardé, considère qu'il y a suffisamment de problèmes pour qu'ils interviennent. Vous pensez que ça gêne le pouvoir, ça? Oui, c'est recevable. Et ils ont eu, je ne vais pas révéler tout, mais nous avons reçu des questions auxquelles nous avons répondu. Eux aussi ont reçu des questions extrêmement détaillées auxquelles ils ont répondu. Ayant considéré tout ça, l'ONU a pris cette position, disant que je dois pouvoir être... C'est un vrai levier pour vous aujourd'hui? Le vrai levier, ça devrait être la raison. Le vrai levier, ça devrait être la raison. Ou la pression populaire? Ça devrait être la raison. Moi, je plaide depuis, j'ai répété cette phrase, pour que la raison l'emporte. Le bon sens, le pragmatisme. Le vrai levier. Moi, aller me battre dans des... Il y a un amour du juridisme que je déplore pour des pays qui ont tous les problèmes qu'on a et qui sont au stade de développement où tout le monde est agrégé en droit. On ne fait que se jeter le droit à la figure, le droit qu'on manipule. Parce que là, nous sommes en août 2025. La loi ivoirienne dit que l'État doit verser des subventions aux partis politiques régulièrement. Il n'a pas reçu un sou. En 2024, nous avons été payés le 20 décembre 2024. C'est avec mes fonds personnels que j'ai financé le financement du PDCI et d'autres. Alors, et l'aide de beaucoup de militants. Alors, on respecte la loi quand ça nous arrange. Mais quand la loi dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale, on s'en fiche. Quand la loi dit qu'il faut verser des subventions aux partis, en particulier une année d'élection, on s'en fiche. Mais alors l'article 48 de la loi de 61, celui-là, il doit s'imposer à tous avec la plus grande rigueur. Justement, l'Église catholique ne dit pas autre chose. Elle vient de se prononcer en invoquant précisément le bon sens plutôt que la loi, tout en respectant la loi, bien entendu, et demande que ce qu'elle appelle les dinosaures de la vie politique ivoirienne, vous en faites partie, hein, les dinosaures, mais il y a également Laurent Gbagbo, puissent se présenter. Quand les dinosaures ont disparu, il y avait des jeunes dinosaures. Alors, on se souvient qu'en 2010, Alassane Ouattara, candidat, a pu justement se présenter à l'élection présidentielle à la suite du processus de Pretoria, par le biais d'un décret présidentiel. Ça, c'était en 2010, Théo, tu t'en souviens? Oui, et à ce sujet, on écoute les propos de Monseigneur Aïwa, archevêque de Bouaké, qui était sur RFI. De ce qui revient des différents états-majors politiques de la société ivoirienne, nous constatons que jusqu'à présent, il y a des dinosaures, comme on dit, de la politique ivoirienne qui ne figurent pas sur la liste électorale et cela crée beaucoup de tensions dans la population. Donc, en termes d'inclusion, pour l'instant, je pense que nous n'y sommes pas encore arrivés. Il y a encore du travail à faire pour que cette élection soit le plus large possible. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, plusieurs dinosaures, comme vous dites, n'ont pas le droit de se présenter car les autorités affirment qu'elles ne sont pas éligibles au regard de la loi ivoirienne. Quelle est la position de la conférence épiscopale à ce sujet? La position de la conférence, nous voulons dire que quand les lois ne permettent pas de préserver la cohésion, il faut peut-être aller à la palabre africaine. La palabre africaine, c'est que quand il y a un problème presque insoluble, on active des leviers, des mécanismes pour entendre tout le monde et résoudre la question. D'autant plus que depuis un certain temps, depuis 2010, la Côte d'Ivoire a quelquefois eu recours à ce genre de procédé. Est-ce que vous faites référence à l'accord politique conclu sous l'égide du président sud-africain Thabo Mbeki afin que M. Alassane Ouattara puisse être candidat en 2010? Oui, nous l'avons dit dans la lettre au point que en 2010, les élections ont connu quand même un engouement assez fort. Alors ça, c'était 2010, c'était l'article 48 de la Constitution. Aujourd'hui, si l'Église catholique est entendue, on le saura peut-être dans les jours qui viennent, on attend le discours du président de la République à Bouaké, comment les choses pourraient-elles se passer? Parce que votre cas est quand même distinct de celui du président Gbagbo. À votre avis, est-ce que vous y croyez d'abord? Vraiment, je n'aime pas spéculer. Moi, je dis attendons de voir. Ce que nous avons dit très clairement, c'est qu'il faut trouver une solution à tout ça dans l'intérêt du pays, et je m'en tiendrai là. Et qu'est-ce que vous pensez des arguments de l'Église catholique ivoirienne?
Ce sont des arguments qui sont justes et pas nouveaux, que beaucoup ont répété, qu'il faut... D'abord, j'ai montré que la position du juridisme extrême n'est pas tenable, parce qu'il y a suffisamment d'exceptions et de cas où la loi est complètement bafouée, voire ignorée, pour que s'arc-bouter sur certains articles de la loi qui ont 64 ans et qui n'ont jamais été appliqués à personne ne soit pas une position tenable. Ça paraît juste une instrumentalisation extrême de la justice, et pour moi, ça décrédibilise encore plus la justice. Donc il faut vraiment sortir de ce mode de fonctionnement qui est trop répandu en Afrique. Vous savez, bon, mon fils vient d'obtenir son diplôme de droit. Je parle rarement de ma famille, mais je l'ai poussé à faire du droit, parce que je suis complètement anglo-saxon de ce point de vue-là. Pour moi, c'est la discipline reine. Oui, le droit est au-dessus de tout. C'est pas un hasard que la plupart des présidents américains soient avocats. Donc j'ai le plus grand respect, j'ai presque amour pour le droit. Il faut pas parler des avocats. Ils me disent, mais est-ce que t'es pas avocat un peu? Je dis un peu quelque part. Et c'est un mathématicien qui dit ça. Oui, mais j'ai passé beaucoup de temps, au cours de ma carrière, j'ai passé plus de temps avec des avocats que n'importe quelle autre catégorie. En réalité, quand vous faites du business international, qu'est-ce que vous faites? Des contrats tout le temps. C'est comme ça. La vie économique internationale est régie par les contrats. Enfin, tout ça pour dire que, pour faire partie du concert des nations, pour être accepté et respecté aujourd'hui, il faut avoir un système juridique qui tourne et qui fonctionne. S'il y a 4 pays qui ont le même modèle juridique dans les pays du G7, vous allez trouver les États-Unis, vous allez trouver le Canada, vous allez trouver l'Angleterre, vous allez trouver l'Australie. Il se trouve que ça fait quand même 4 sur 7 qui sont basés sur ce modèle-là, qui est un modèle de liberté, qui est un modèle d'état de droit. Moi, quand je visitais des appartements à Londres, on ne m'a jamais refusé une visite à cause de mon nom. Alors qu'à Paris, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Okay, quand vous êtes dans ces pays-là, vous vous sentez protégé par le droit, vous avez des recours, etc. Donc, il n'y a pas de liberté sans un système juridique digne de ce nom et qui fonctionne. On parle souvent du Sénégal, comme exemple. C'est le système juridique sénégalais qui a sauvé le Sénégal de la catastrophe, qui a dit vraiment le droit. L'année dernière. Bien sûr. Qui a dit vraiment le droit avec un grand courage, ce qui a fait que le président Macky Sall, qui envisageait éventuellement sur un 3e mandat qui était anticonstitutionnel, n'a pas pu le faire, ce qui a ouvert le jeu politique et a permis d'avoir une transition pacifique. Et j'ai dit, on est en Afrique de l'Ouest dans une situation où intuitivement, on a tous l'impression que continuité et stabilité sont synonymes. Maintenant, il y a des cas où ce n'est pas vrai. Nous sommes, en particulier en Côte d'Ivoire, dans un cas où moi je crois et je crains que la continuité, qui est un réflexe quand on cherche la stabilité, conduise à l'instabilité. Et j'ai dit que les ennemis de la Côte d'Ivoire souhaitent qu'il y ait une élection calamiteuse et souhaitent avoir un président mal élu. Vous pensez à qui? Parce que quand vous voulez, tout pays a des ennemis. Quand les gens veulent déstabiliser un pays, ils préfèrent avoir un pouvoir vieillissant, usé, pas très bien soutenu par la population, parce que c'est là que les opportunités de créer des problèmes sont maximales. Donc les gens qui se soucient de la stabilité de la Côte d'Ivoire ont tort de croire que c'est un 4e mandat obtenu à l'issue d'élections difficiles qui assurera la stabilité à moyen ou à long terme de la Côte d'Ivoire. Alors, Président Thiam, on vous sent très serein aujourd'hui. Récemment, ce n'était pas le cas sur notre plateau. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous êtes descendu dans l'arène avec vigueur, avec ténacité, on peut dire. Et puis, le pouvoir trouve que vous êtes trop descendu dans l'arène. Comment se fait-il que vous soyez plus serein aujourd'hui, ou plutôt comment se fait-il que vous ayez été aussi pugnace, on va dire. Vif. Je suis toujours serein. Il n'y a absolument aucun changement. Je suis le même. Je n'ai pas changé. Je suis Alain Foka ou ici, je suis exactement la même personne. Simplement, dans la vie, il faut être pragmatique. Il était nécessaire. En tout cas, c'est les remontées que j'avais, que je montre à un certain nombre de personnes que je n'étais ni faible ni sourd. Or, il semblait qu'ils croyaient que j'étais l'un ou l'autre, ou même les deux. Donc, moi, mon éducation fait qu'il n'est pas naturel d'injurier ou d'agresser. Je n'ai pas été élevé comme ça. Bon, mais certains prenaient ça pour de la faiblesse. Donc, il fallait que je leur montre que je suis poli par choix, mais que je suis tout à fait aussi capable, que n'importe qui d'être impoli. Donc, il y avait une petite démonstration à ce niveau-là. Et ensuite, il y a des gens qui parlent un certain langage. Et j'avais essayé de leur parler mon langage à moi. Mais clairement, ils ne m'entendaient pas. Donc il fallait que les Anglais, ça s'appelle get their attention. Que j'attire, que j'obtienne leur attention et qu'ils m'entendent. Donc je crois qu'en utilisant un langage peut-être plus proche de celui auquel ils sont habitués, je suis arrivé à me faire entendre. Donc en juger par leur réaction, ils m'ont entendu. Le message est passé, selon vous? Ah oui.
Mais en fait, lors de cet entretien, on a aussi vu, pas vos failles, mais disons votre personnalité, vos blessures, sur lesquelles peut-être vos adversaires ont joué. Je ne vois pas le point de votre commentaire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez montré que les propos qui avaient été... les propos injurieux qui avaient été déversés sur vous avaient aussi... vous avez blessé d'une certaine manière. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je voulais montrer à ces gens-là qu'il y a une ligne, que trop c'est trop, mais je vous assure, ça ne me blesse. Ils sont incapables de me blesser. Vous avez regardé un peu ce qu'ils disent depuis 18 mois. Il ne faut pas acheter des narratives imbéciles et impossibles. Je ne peux pas avoir été pendant 18 mois aussi calme que je l'ai été, devant des attaques incroyables, et puis avoir subitement été blessé au point que je suis obligé de réagir. Non. Moi, quand je fais les choses, c'est délibéré. Okay, cette opération, c'était une opération délibérée qui avait un objectif qui a été atteint. Je n'ai jamais perdu mon calme. Peut-être que je suis trop bon comédien, mais je suis allé à cette émission en voulant donner l'impression que j'étais très énervé, et j'ai réussi malheureusement au-delà de mes attentes. Mais non, j'en suis ressorti aussi calme que j'étais aujourd'hui, toujours le même.